du, du club géotechnique. Aujourd'hui, Monsieur Mohamed Gueye nous fait l'honneur de nous animer ce webinaire placé sous les thèmes évaluation de la qualité et de la quantité des quelques ressources naturelles par les méthodes géophysiques. Monsieur Mohamed Gueye est l'ingénieur de conception en géotechnique. Il est l'un des ressortissants de l'IFR Sciences de l'ingénieur. Donc, c'est un aîné. Donc, nous tenons à lui remercier d'avoir accepté de nous animer ce webinaire. Et donc, Monsieur Mohamed Gueye, vous pouvez y aller. Je souhaite bon webinaire à toutes et à tous. Et merci beaucoup, Hakim. Bonsoir à tout le monde. Je tenais à remercier d'abord le club géotechnique qui m'a donné l'opportunité de vous faire ce webinaire qui porte sur l'évaluation de la qualité et de la quantité de quelques ressources naturelles par les méthodes géophysiques. Bien évidemment, on ne pouvait pas faire toutes les ressources naturelles ou beaucoup de ressources naturelles, sinon ça va aller être trop long. Donc, pour commencer, voici le plan adopté. On va commencer par l'introduction, ensuite parler un peu de la géologie, ensuite donner l'exemple de quelques ressources minérales, naturelles en l'occurrence, et des méthodes géophysiques d'exploration. Ensuite, on va parler sur l'avantage et les limites de l'utilisation des méthodes géophysiques. Bien évidemment, toute méthode a ses limites et ses avantages. Ensuite, on passe à la conclusion pour terminer. D'habitude, j'aime pas mettre des phrases dans mes PowerPoint, mais j'ai bien aimé cette définition de Wikipédia qui dit que, de manière générale, une ressource naturelle est une substance, un organisme, un milieu ou un objet présent dans la nature, sans action humaine, et qui fait dans la plupart des cas l'objet d'une utilisation pour satisfaire les besoins en énergie pour l'alimentation et les agréments. Ceci, c'est pour les humains, les animaux ou les végétaux. Il peut s'agir d'une matière première minérale, par exemple l'eau douce, les granulats et les minéraux, et les minéraux métalliques, etc. Il peut s'agir aussi d'un produit d'origine sauvage, par exemple le bois, le poisson et les animaux. Il peut s'agir aussi d'un milieu naturel, sources et services écosystémiques, par exemple l'eau, l'air, le sol et la forêt. Ou bien d'une matière organique fossile, comme le pétrole, le charbon, le gaz naturel. Et enfin, d'une source d'énergie, par exemple l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. Et pour toutes ces ressources naturelles, c'est facile, il faut pouvoir les déterminer, savoir où les trouver et aller les trouver. Donc, il y a des ressources naturelles qui sont faciles à utiliser, faciles à prélever. Par exemple, les poissons, on sait que pour chaque poisson, on doit aller là à la mer pour en trouver. Le bois, aller dans les forêts pour les couper. Mais aussi, il y a des ressources naturelles qui sont plus difficiles à atteindre. Par exemple, le pétrole. Le pétrole, on ne le trouve pas près de chez nous. Il y a aussi certains types de granulats qui sont un peu difficiles et l'eau. Quand je parle de l'eau difficile, on parle de l'eau souterraine, qui est de plus en plus rare, comme vous le savez. C'est pourquoi on a acté notre conférence sur ces trois ressources naturelles. Quand je parle des granulats, je vais prendre par exemple le basalte. Mais ça pouvait bien être aussi les autres granulats. En général, ils se ressemblent un peu chaque fois. Ça dépend de la méthode utilisée pour les trouver. Et pour les trouver, il y a différentes techniques. Par exemple, la géotechnique. On peut utiliser la géotechnique pour différencier les granulats et dire que ça c'est tel granulat, ça c'est tel granulat. Ou bien, l'exemple que je peux donner hors de ces trois granulats, par exemple, le poisson. Le poisson, on utilise la pêche pour aller trouver le poisson et les écoradars pour localiser les bancs de poissons. Ensuite, le pétrole, aussi, on peut le trouver avec des différentes méthodes. Mais généralement, on utilise la géophysique. La géophysique utilise les propriétés de la matière pour déterminer ce qui se passe sous le sol. Les propriétés acoustiques, électriques, magnétiques, mécaniques, nucléaires, optiques, physiques et thermodynamiques, thermiques aussi. On passe à la géologie. La géologie de la Terre est composée comme suit. De la croûte qui est très mince,
du manteau qui compose 69% de toute la Terre et des deux noyaux externe, noyau interne. Et l'un des noyaux est sous forme liquide, a des propriétés liquides, est très riche en fer. Voici l'ordre de température. Plus on descend, plus la température augmente. Et dès le début, il y a un lien dès le début, on avait des difficultés à savoir ce qui compose le centre de la Terre. Parce qu'on ne pouvait pas avoir des matériels, sinon le noyau externe allait les fondre parce que c'est composé pratiquement de lave. C'est composé pratiquement de lave à des propriétés liquides. C'est pourquoi on a utilisé les méthodes géophysiques, par exemple la méthode sismique, pour envoyer des ondes afin de savoir ce qui se passe. Ici, nous voyons que plus nous allons au centre, plus les ondes P et S augmentent. Mais arrivé ici, nous ne voyons plus les ondes S, parce que les ondes S sont les ondes de cisaillement. Et comme vous le savez, dans l'eau, on ne peut pas cisailler dans les milieux liquides. Mais sous certaines conditions, bien sûr. Il y a des conditions où on peut avoir des mouvements de cisaillement. Mais généralement, on ne peut pas les avoir. Il n'y a que les zones de volume de P qui augmentent. Donc, c'est pourquoi ils ont dit que le noyau externe est composé et a des propriétés liquides. Et on observe encore les ondes S quand on est dans le noyau interne. C'est pourquoi on dit que le noyau interne est sous forme solide. Comme vous pouvez le voir aussi sous cette coupe, nous voyons que la croûte terrestre n'est pas quelque chose qui est immobile. La croûte se déplace. Il y a des zones où elle s'écarte et des zones où les deux croûtes, deux plaques par exemple, se rencontrent. Ainsi, il y a des mouvements qui se font à l'intérieur de la Terre, qui fait que la Terre est très dynamique à l'intérieur. Bien que la vitesse des croûtes est très lente, mais il y a un dynamisme qui se fait à l'intérieur. C'est pourquoi certains minéraux se forment sous certaines conditions et peuvent être recueillis sous d'autres conditions. Ensuite, nous passons à l'exemple des méthodes utilisées pour déterminer ces ressources-là. Comme vous le voyez, on peut avoir les méthodes destructrices. Par exemple, on fore, on creuse et on détermine ce qui se passe à l'intérieur. Ou bien on peut avoir les méthodes non destructrices, comme la méthode géophysique, afin de déterminer ce qui se passe dans la Terre. Ça dépend de ce qui nous arrange et ce qu'on veut. Pour la géophysique, on a cette cheminement on a toujours ce cheminement-là pour utiliser une méthode géophysique. On a besoin d'une source d'énergie, que ce soit une source d'énergie naturelle comme la gravité, une source d'énergie provoquée comme l'électricité. Ensuite, cette source d'énergie-là est envoyée dans l'objet géologique. Et ensuite, on enregistre ce qui se passe. Comme par exemple, on peut enregistrer les ondes sismiques, comme vous l'avez vu avant, avec la géologie. Après, on aura la connaissance de l'objet ainsi testé. Après cela, après avoir déterminé l'enregistrement, pour connaître ces objets-là, on est obligé de déterminer pour l'enregistrement, pour un seul enregistrement, on est obligé de déterminer toutes les propriétés qu'on peut en tirer. Mais c'est très difficile de déterminer plusieurs choses à partir d'un seul enregistrement. Ainsi, il y a des méthodes qui sont utilisées afin d'en tirer le maximum d'informations possibles. Mais comme vous le savez, au début de la géophysique, il n'y avait pas les ordinateurs qui nous permettaient de calculer certains trucs. Mais avec le développement des nouvelles technologies d'information, il est possible de faire l'inversion. L'inversion consiste à, par exemple, avoir notre objet ici et au final avoir l'information. Et après avoir eu l'information, l'enregistrement, on essaie de déterminer ce qui compose notre objet. Mais on commence maintenant à utiliser l'inversion pour mieux caractériser, pour mieux déterminer l'objet en faisant quoi? En connaissant l'enregistrement, d'abord, on n'essaie plus de décortiquer ce qui se passe ici. On essaie de construire cet enregistrement, le même enregistrement, afin de connaître l'objet.
Je vais utiliser un exemple bien concret. Je sais que les Seken, les Djinn vont être très contents et Abdoudou aussi. Quand un voisin vous prépare par exemple du tcherexo, le mélange de lait caillé, de couscous serré et de sucre, et que vous aimez très bien le tcherexo qu'il vous a préparé, c'est très difficile avec les moyens domestiques à la maison de déterminer quelle quantité de lait caillé utiliser, quelle quantité de sucre utiliser et quelle quantité de couscous utiliser. On ne peut pas les séparer, ça va être très difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait très rapidement? On essaie d'avoir du lait caillé, du sucre et du couscous. Et on fait plusieurs petits mélanges afin d'avoir une des mélanges afin d'avoir la même chose avec ce que le voisin nous a préparé. Ainsi, avec plusieurs mélanges, on va forcément tomber sur l'une des mélanges va être très ressemblant avec ce que le voisin nous a préparé. Ainsi, on peut dire qu'on a utilisé tant de proportions de couscous, tant de proportions de lait, tant de proportions de sucre. Et tous ces mélanges-là vont être faits, c'est la même chose que va faire l'ordinateur. L'ordinateur va calculer plus avec les propriétés initiales connues, il va calculer plusieurs mélanges, plusieurs informations afin de sortir l'enregistrement qui va correspondre à presque la même chose avec l'enregistrement obtenu sur le terrain, avec des erreurs de, par exemple, inférieures. Des fois, c'est inférieur même à 1%. C'est très précis. L'information, l'enregistrement le plus plausible et le plus près de l'enregistrement obtenu sur le terrain. Nous allons passer, par exemple, à la détermination du basalte. Voici le basalte à l'état naturel. Le basalte est utilisé, par exemple, avec les constructions au temps anciens et les constructions modernes comme les voies ferrées avec les ballasts. Il est aussi utilisé comme statue et bien d'autres utilités. Le basalte est une roche magmatique volcanique issue d'un magma refroidi rapidement, comme au fond de l'océan, les éruptions volcaniques au fond de l'océan. Il est aussitôt refroidi par l'eau de mer. Sa densité est entre 2,7 et 3,1. Il est composé de magnétite entre 2 et 3%. Sa résistivité est entre 800 et 15 000 ohms et une susceptibilité magnétique de, excusez-moi, je me suis répété, entre 0,2 et 175. Voici l'appareil pour mesurer la méthode magnétique. Voici la méthode magnétique et une des méthodes géophysiques. La méthode magnétique se base sur le champ magnétique afin d'avoir des informations sur notre objet. On peut avoir l'appareil magnétique comme vous le voyez ici, conventionnel, ou bien on peut utiliser même notre téléphone portable avec les applications qu'on peut trouver sur Play Store afin de faire la prospection magnétique. Voici un des captures d'écran que nous avons fait quand nous étions en Master 2 avec M. Ndiaye, avec la méthode magnétique. On avait fait une prospection magnétique. Voici un capture d'écran avec l'utilisation de ce logiciel-là. Là, nous pouvons voir le champ magnétique total. Et après cela, on va enregistrer les données dans des logiciels pour les traiter et sortir pour savoir ce qui se passe sur le terrain prospecté. Et nous avons aussi les coordonnées, c'est assez précis. Les paramètres utilisés qui caractérisent cette méthode, on peut les voir comme suit. Le champ magnétique terrestre, c'est ça qui nous intéresse, et la susceptibilité magnétique, ces deux-là sont liés évidemment. Il y a aussi, voici un enregistrement simple de la méthode magnétique. À chaque fois, il y a une borne plus et une borne négative. En rouge, nous pouvons voir que c'est tout objet magnétique, comme vous le savez, a une partie plus et une partie moins. Et ainsi, voici cet enregistrement. Regardez d'une autre façon. Le plus est là et le moins est là, en bas. Et pour déterminer la profondeur où se trouve l'objet, on détermine cette distance-là
et on divise par 1,6 pour avoir la profondeur H de l'objet magnétique. Pour les raisons principales des anomalies, les contenus magnétiques des matériaux, évidemment, qui vont perturber les champs magnétiques, entre, par exemple, le fer ou bien le calcaire ne vont pas perturber de la même façon le champ magnétique de la Terre. Et les contrastes magnétiques, quand il y a une très grande différence, même si les deux sont magnétisés, deux objets sont de nature magnétique, s'il y a une très grande différence, on va les voir. Domaine d'application, pour la détermination du magnétique, minerai magnétique, évidemment, de la pyrrhotite, et par exemple les zones de fer, comme les carrières de fer, et des minerais de cuivre. Il est aussi utilisé pour la cartographie. Et comme ici, si on regarde les lignes de niveau magnétique, on peut voir que le Sénégal se trouve entre le champ magnétique du Sénégal est de l'ordre d'environ de 33 000 nanotesla. Si vous le voyez, si vous regardez précédemment, quand nous avons fait la prospection magnétique avec notre téléphone portable, on a eu des valeurs de 32 837, ce qui est très proche de 33 000 nanotesla. Donc, vous voyez que les résultats sont plausibles. Il y a aussi la méthode gravimétrique. Voici l'appareil, le gravimètre. Pour la méthode gravimétrique, on se base et caractérise, on regarde la gravité, la densité. La densité, plus un objet est dense, plus il va attirer les autres objets. Vous allez comprendre après. Les raisons principales des anomalies. Dépôt lourd, des dépôts, n'importe quel dépôt, ou, je me suis trompé, des dépôts lourds de minerais, différence dans la distribution ou bien dans la densité. Voici le principe qui est là. Les objets légers vont attirer beaucoup moins les objets que les objets lourds qui vont attirer. L'attraction des objets lourds est plus importante. Comme vous le voyez, la relation entre masse et distance pour la loi de l'attraction. Et ici, vous pouvez voir des exemples de cas pratiques. Par exemple, ici, un milieu de densité 2,7 avec un objet de densité 2,65. L'objet est plus léger que le milieu. Donc, l'anomalie, la différence entre le champ et le champ gravitationnel est inférieur à 1. L'objet n'attire pas trop l'objet n'attire pas trop les autres objets. L'objet est faible. Il ne faut pas regarder que la courbe descend comme ici. Non. Ici, on fait la différence entre le champ gravitationnel qui est l'ordre de 1. Si on fait le champ gravitationnel divisé par le champ de l'objet, d'attraction de l'objet divisé par le champ gravitationnel, on aura des valeurs inférieures à 1, à la normale. Ici, l'objet est trop lourd. Alors, le champ est plus important ici qu'ici, parce que l'objet est ici à une densité de 4. Ici, vous pouvez voir deux objets différents qui sont beaucoup plus légers que le milieu. La différence va être, le champ ici va être inférieur à 1, la différence. Ici aussi, vous pouvez avoir des remontées de sel avec des densités de 2,1 par rapport au milieu qui a une densité de 2,6. L'objet est plus faible que le milieu. Voici les domaines d'application. Il est utilisé, par exemple, pour la détermination des structures géologiques, comme les failles. Comme vous le voyez, quand la faille est normale, voici le champ gravitationnel. Mais quand le faille est inversé, par exemple, la rupture que vous voyez ici est de l'autre côté, à 90 degrés, tourné à 90 degrés, le champ va changer. Donc, on peut savoir si notre faille est normale ou notre faille est inverse. Il est aussi utilisé dans les minerais de fer. Comme vous le voyez, le fer est très dense, de l'ordre de 7,86 grammes par centimètre cube.
à 20 degrés Celsius. Voici un exemple de prospection magnétique faite sur le basalte. Ceci a été fait au Mexique et nous pouvons voir ici l'objet que voici avec des valeurs positives que vous voyez et des valeurs négatives. Voici une chose, l'objet qui se détermine, qui se démarque très nettement. Et on peut aussi observer d'autres perturbations, mais c'est cette perturbation qui nous intéresse. Après leur prospection et l'utilisation d'un logiciel approprié pour faire les calculs, l'inversion, comme vous l'avez expliqué, et déterminer quel type d'objet peut faire cela, avec en plus couplé aux documentations géologiques pour savoir si le basalte peut se trouver ici dans cette zone. Ils ont trouvé que l'objet ici avait un diamètre de 9 km dans la direction nord-sud, 11 km dans la direction est-ouest et environ 20 km d'extension verticale, la hauteur. Et le volume estimé pour le modèle généré est de 1440 km3 avec son sommet à 400 mètres de la surface. Donc, il faut commencer à creuser à partir de la surface de 400 mètres pour commencer à trouver cet objet-là magnétique. Il y a les coordonnées qui nous permettent de dire que l'objet est grand ou petit. Ensuite, avec l'inversion et les calculs des logiciels, on peut déterminer les valeurs estimées, les 9 km, les 11 km. Et pour la qualité de l'objet, il est très difficile, par exemple, de dire que l'objet magnétique a cette valeur-là pour dire que c'est très bon. L'objet est très bon. Mais par exemple, si on avait deux gisements de basalte qui se trouvaient ici et en bas ici, on peut dire que cette basalte-là a des magnétiques plus importantes que l'autre en comparant le champ magnétique entre les deux objets. Donc ici, ici, la méthode magnétique nous permet de différencier, par exemple, deux objets de basalte, par exemple, deux gisements de basalte, pour dire que si le gisement qui a le plus de magnétique nous intéresse, on va bien évidemment se pencher sur ce gisement-là plutôt qu'à l'autre. Ensuite, il y a une deuxième prospection qui a été faite. J'ai oublié le pays ici. Je pense que c'est toujours au Mexique, oui, qui a été faite. Là, vous pouvez voir que les zones en violet, il y a des zones en violet, en jaune, rouge, n'importe quelle couleur. Voici l'échelle. Les zones en violet ont des champs, ont des champs magnétiques plus importants que les zones en rouge, en jaune ou rouge. La différence n'est pas très grande ici. Ainsi, c'est cette zone-là qui nous intéresse, entourée par ces zones-là, comme vous le voyez, les zones en violet ou en bleu. Bleu, c'est l'autre extrémité. C'est moins, je ne sais pas, c'est pas clair, mais c'est moins 2161. Donc, ce sont les zones avec des très grandes différences qui nous intéressent. Et si on voit dans la courbe géologique que vous voyez, c'est en rouge. La prospection a été faite en rouge, dans le carré rouge. Si vous voyez, c'est cette zone-là qui est observée. Cette zone S8 en marron et marron foncé, S8B. Et quand on voit dans la légende, la géologie nous dit que ce sont les roches sédimentaires et ils sont aussi mélangés avec des formations de fer. Et comme vous le voyez, le fer perturbe carrément le champ magnétique. Ici aussi, ce sont S8B, c'est exclusivement formé de fer. Donc, même si on n'avait pas cette carte géologique-là que nous avons, on pourrait se poser la question à dire que là, on a des objets qui pouvaient s'apparenter à du fer ou bien des objets qui sont très ressemblants au fer. Ensuite, nous pouvons passer à la sismique, à la méthode sismique. La méthode sismique aussi nous permet de déterminer les basaltes. Comme vous le voyez, il y a
l'enregistrement sismique que vous voyez ici, le toit avec la sismique, on peut dire que la vitesse des ondes sur le basalte des ondes P est de 5600 environ mètres par seconde, des ondes de cisaillement est de 2800 environ, et nous connaissons la masse, la densité du basalte. Ainsi, avec l'enregistrement que nous avons et les informations géologiques que nous avons rassemblées, nous pouvons dire que cette zone-là, nous savons qu'elle est formée de basalte, mais nous ne savons pas, par exemple, à quelle hauteur ou bien là où se délimite le basalte. Mais avec l'enregistrement des ondes sismiques, nous pouvons dire que le basalte se trouve, le toit du basalte se trouve ici, comme vous le voyez, et peut-être il est limité ici, parce que les informations qui sont ici perturbent un peu cette zone-là. C'est pourquoi cette zone est moins fiable que cette zone-là. Mais cette zone, on est sûr que toutes les caractéristiques du basalte y sont, avec la méthode des ondes sismiques. Ensuite, nous pouvons passer aux eaux souterraines. Les eaux souterraines sont utilisées à la maison, usage domestique, à usage industriel pour refroidir les réacteurs, et à usage agricole, et bien évidemment beaucoup d'autres utilisations. Comme les eaux souterraines peuvent être, on peut avoir deux types d'eau souterraines, les nappes libres et les nappes captives. Les nappes libres est une nappe d'eau souterraine dont le niveau supérieur peut varier sans être bloqué par une couche imperméable supérieure. Donc, si la nappe est rechargée, l'eau va continuer à remonter. Mais par contre, pour les nappes captives, est une nappe qui est surmontée par une formation peu perméable ou voire imperméable. Comme ici, cette zone-là, cette formation est imperméable, voire peu perméable. Donc, même si la nappe est rechargée en amont, par exemple, en amont plus loin, la pression ne va qu'augmenter tant qu'il n'est pas percé. Ensuite, les nappes sont rechargées par infiltration, bien sûr, comme bien évidemment, l'eau s'infiltre et recharge les nappes. Pour la détermination des nappes, on peut avoir la méthode électrique. Comme vous le voyez, l'eau est très sensible à l'électricité. Le principe de cette méthode que vous voyez est là. On a par exemple le circuit comme des circuits électriques très simples. Notre fil est là, notre générateur de courant continu est là, et le circuit est fermé par la terre, comme vous le voyez. Ainsi, le courant passe par ici. Il y a le voltmètre qui mesure le potentiel. Ensuite, nous pouvons avoir les caractéristiques regardez, comme vous le voyez, comme pour le courant, la résistivité, on peut mettre la conductivité inverse. La conductivité est l'inverse de la résistivité. Et il y a un mais ici. Ici, nous avons, en master 2, toujours, nous avions fait une prospection électromagnétique. La prospection électromagnétique aussi peut être utilisée pour déterminer les eaux souterraines. Voici l'appareil électromagnétique avec ces deux bornes qui sont localisées aux extrémités. Voici le processus pour faire de l'électromagnétisme. En un, on génère un champ magnétique premier qui varie avec le temps. Quand le champ magnétique est généré avec les propriétés du sol, il y a un courant induit dont l'amplitude est en rapport avec les propriétés physiques du conducteur. S'il y a un conducteur ou bien un objet qui est sensible au courant et au magnétisme, il va être perturbé. Et ainsi, un autre champ magnétique secondaire est généré. Et ainsi, l'autre borne mesure cette différence-là. L'autre borne a non seulement les informations qui sont initialement ici et les informations enregistrées ici. Ainsi, nous pouvons avoir cette différence entre les deux champs magnétiques. Ensuite, les paramètres caractéristiques pour
les deux méthodes, électrique et magnétique, se ressemblent beaucoup. Ce qui perturbe l'autre peut perturber facilement le premier. La première méthode, par exemple, la résistivité et la conductivité. Très simple. Les raisons principales des anomalies, la composition chimique de la roche, plus la roche est susceptible de conduire le courant, plus sa résistivité va être faible, ou bien si elle résiste au courant, sa résistivité va augmenter. Donc, c'est très facile de l'utiliser pour déterminer les objets géologiques. Les électrolytes. Les électrolytes, ce sont les ions qui sont composés, qui sont à l'intérieur des roches. Comme vous le voyez, les ions conduisent aussi le courant. La température. Quand la température augmente, l'objet conduit beaucoup plus le courant. Et les câbles électriques, par exemple les câbles électriques, même les câbles électriques au niveau de la surface peuvent perturber l'appareil électromagnétique. Et les métaux, évidemment. Domaine d'application dans l'industrie minière, dans l'hydrogéologie et dans la recherche de cavités souterraines. Voici un enregistrement qui a été fait pour déterminer avec la méthode électrique. Comme vous le voyez, ici on a des palettes de couleurs, du violet, du bleu et des verts. Quand nous voyons les valeurs, ici, il faut toujours regarder ces valeurs parce que la couleur rouge pouvait bien être attribuée à des résistivités plus faibles que la couleur bleue. Ça dépend de la personne qui l'utilise. Il faut bien évidemment changer la palette de couleurs. Donc, il faut toujours regarder quelle couleur correspond à quelle valeur de résistivité. Ainsi, nous pouvons voir que les zones qui nous intéressent sont les zones à forte ou bien à très faible résistivité. Les zones à forte résistivité, comme vous le voyez en violet et en rouge, sont ici et ici. Et d'après l'information géologique, la formation géologique observée, il est possible que ces zones-là soient du granit. Comme vous le voyez, le granit est très résistant au courant. Ainsi, ces zones-là sont fortes, c'est très possible que ce soit du granit. Et ensuite, des zones très faibles valeur de la résistivité. Des zones, par exemple, qui conduisent dont le courant passe très bien par rapport aux zones en violet. Comme vous le voyez, il y a une différence. Ici, nous avons des valeurs de 43 087 au mètre. Et ici, on a des valeurs de 237. Il y a une très grande différence. Et ce sont les zones en bleu. Donc, on dit que probablement, il y a de l'eau dans cette zone-là. Et ainsi, nous pouvons avoir les valeurs à peu près, le volume à peu près de cette zone, des zones en bleu. Ici, il y a les valeurs en mètres. Ici, on a des valeurs, des distances 165, 185. On peut avoir facilement les délimitations des zones d'eau et la profondeur que vous pouvez voir ici. Ainsi, on pouvons placer les puits, les sondages, ou là où on veut placer nos puits pour faire des recherches et confirmer les valeurs obtenues ici, l'estimation obtenue ici. Aussi, il y a un autre enregistrement fait ici. Comme vous le voyez, les valeurs de résistivité ici ne sont pas de 43 mètres, mais entre 2000, 49 et 4 mètres. Nous pouvons voir les zones en bleu sont de résistivité très faible, B1, les zones en bleu que nous appelons B1. Donc, c'est très plausible que ce soit de l'eau ou bien que ce soit de l'eau. Et nous avons des zones à forte résistivité, comme la zone A. Donc, on peut dire que c'est de la roche ou bien une formation imperméable dont il n'y a pas d'eau, qui résiste bien au courant. Mais cette formation ne nous intéresse pas. Ce sont les zones où il y a de l'eau qui nous intéressent. Donc, on peut placer nos sondages ici. Les flèches que vous voyez, ce sont les sondages faits pour confirmer. Mais aussi, il y a une zone qui est
qui a des résisticités toujours faibles en vert, mais qui sont beaucoup plus faibles que les zones estimées où il y a de l'eau. Donc, on peut sous-entendre, on peut deviner ou bien on peut essayer de connaître qu'est-ce qui se passe dans ces zones. Cette zone, on dit, c'est un point d'interrogation. Donc, on fait des forages pour voir ce qui se passe, des sondages pour voir ce qui se passe dans ces zones. Ça peut être des dépôts d'argile ou bien des zones où il commence à avoir des accumulations d'eau. Pour confirmer, on fait des sondages. Mais on sait que maintenant, dans ces zones-là, on ne va pas faire de sondages. Simplement, ce sont les zones en B1 qui nous intéressent et éventuellement les zones en B2. Et avec l'échelle que vous voyez là, nous pouvons estimer aussi le volume d'eau. Il y a aussi le pétrole. Le pétrole, comme vous le voyez, est utilisé pour plusieurs choses. Les produits quotidiens que nous pouvons avoir. Le plastique, les CD, les bouteilles, les solvants, les cosmétiques, textiles, détergents et plein d'autres choses, et même pour des médicaments. On peut utiliser pour les bonbonnes de gaz, pour l'électricité et les travaux publics, comme vous le voyez, le bitume. Et comme le secteur de la construction routière utilise 90% de la production mondiale de bitume, on aime bien consommer le bitume, nous les géotechniciens, les civils. Dans l'agriculture, avec les engrais et les pesticides, et la pêche, pour les bateaux de pêche utilisent des carburants à base de pétrole pour rester pendant des mois en mer afin de pêcher. Donc, ils consomment beaucoup de pétrole. La formation du pétrole. Le pétrole, c'est un dépôt abondant de matières organiques d'abord. Des matières organiques comme les algues, les plantes, les algues, les micro-organismes qui se trouvent dans la mer, par exemple, se déposent doucement. En parallèle, il y a des dépôts de sédiments dans les bassins sédimentaires dynamiques. Quand on dit bassins sédimentaires dynamiques, ce sont les bassins qui sont sédimentaires qui sont en formation. Et ensuite, il y a un enfouissement progressif de quelques dizaines de mètres par million d'années. Ça s'enfonce lentement dans le temps et dans l'espace. Au cours de cet enfoncement, il y a augmentation de la pression et de la température. Tous les kilomètres, on a 30%, l'augmentation de la température est de 30 degrés Celsius. Des formations chimiques s'opèrent, et il y a des transformations chimiques qui sont pour les matières organiques qui sont présentes dans les sédiments et qui s'enfouissent en même temps. Il y a aussi, et après quelques millions d'années après, les gaz commencent à se former et des produits riches en carbone. Et il y a un processus de décantation qui est fait. Comme que les gaz sont plus légers que ces produits en carbone, les gaz vont remonter et se séparer des produits riches en carbone. Et l'eau qui était présente initialement dans ce mélange-là va aussi se déposer en bas. Comme vous le voyez, le pétrole est plus léger que l'eau. Donc, il y a un processus de décantation qui est fait, comme vous le voyez dans ces schémas. Voici des schémas qui montrent là les configurations qui peuvent accueillir du pétrole. Parce qu'en remontant, même le gaz, l'huile et l'eau sont entourés par des formations qui sont beaucoup plus denses que ces formations-là, que ces composants. Ainsi, ils vont commencer à remonter. Il faut qu'il y ait une formation imperméable qui puisse les capturer et les piéger. Et d'habitude, les estimations faites, l'exploration de profondeur importante. En général, on trouve le pétrole à des profondeurs entre 1000 et 4500 mètres. 80% de ces gisements-là sont entre 2500 et 3500 mètres. Vous voyez, pour l'instant, je vous ai montré que 4 configurations, mais bien évidemment, il y a d'autres configurations. Toutes les configurations où ces mélanges-là peuvent être piégés, on peut les observer. On peut y avoir des dépôts de pétrole, par exemple, et de gaz. C'est pourquoi dans beaucoup de configurations,
on a des mélanges. Là où on trouve du pétrole, on trouve du gaz, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on trouve simplement du pétrole. Ça dépend. Les paramètres caractéristiques utilisés pour la méthode sismique, on utilise la méthode sismique pour caractériser les pétroles. Après, vous allez voir pourquoi. Pour caractériser là où se trouvent pour trouver les endroits possibles où on peut avoir du pétrole. Vous allez voir pourquoi. Les paramètres caractéristiques sont le temps de parcours pour la méthode sismique, le temps de parcours des zones élastiques, les zones de volume P, les zones de cisaillement S, par exemple. La vitesse de ces zones-là et les modules dynamiques. Ça veut dire que les modules comme le module de cisaillement qui intervient pour que les zones se déplacent. Il y a d'abord la méthode sismique réflexion. Utilise comme l'optique, la réflexion des ondes sismiques. On les enregistre ici. Voici l'enregistrement fait, par exemple, pour cette configuration-là. Et ensuite, on sort la courbe dromochromique. La courbe dromochromique, à part de cette courbe-là, on peut avoir la lithologie, les couches de sol que nous avons. Parce que chaque couche, la vitesse des ondes est différente pour chaque couche. Plus la formation est dense, plus les ondes vont être plus rapides. Ensuite, nous avons la sismique réflexion. Ils utilisent les ondes réfléchies. Ils utilisent les ondes réfléchies pour connaître la lithologie du sous-sol. Par exemple, ici, les zones en vert, ce sont tous les ondes réfléchies en vert. Voici la limitation de cette couche-là que vous voyez ici. Et en jaune, vous voyez ici, et en violet plus bas. Et j'en suis sûr que certains d'entre vous vont se dire comment reconnaître l'onde réfléchie et l'onde réfractée. Voici un enregistrement sismique général assez complet. Vous pouvez déterminer que les first arrival, ce sont les ondes réfractées. La réfraction, ce sont les ondes réfractées et l'onde directe que vous voyez qui sont ici. Les réverbérations, ce sont les autres ondes réfractées qui sont juste en bas. Les R1, R2, R3, R4, ce sont les zones réfléchies que vous voyez ici. Ce sont les zones ici. Ce n'est pas évident de les voir. Et ground roll, ce sont les zones de surface que vous voyez là, qui sont ici. Toutes les différents types d'ondes, on peut les avoir dans cet enregistrement-là. Donc, il faut savoir lire l'enregistrement pour connaître ces zones-là. Et si, par exemple, ce sont les ondes réfractées, les first arrival qui nous intéressent, on peut filtrer l'information pour ne révéler que les ondes réfractées. Si ce sont les ondes réfléchies, on filtre l'information avec les logiciels pour ne montrer que les ondes réfléchies. Si ce sont les ondes de surface qui nous intéressent, on filtre l'information, comme vous le savez, pour ne montrer que les ondes de surface qui nous intéressent. Les raisons principales des anomalies, les roches fissurées, les fissures, bien évidemment, l'onde ne va pas les traverser de la même manière que la matière en tant que telle. Les différences de profondeur, plus on va en profondeur, plus la densité augmente et plus les ondes vont être plus rapides. Comme je vous l'ai dit, la densité est très importante pour connaître la vitesse de ces ondes-là pour chaque type de matière. Et domaine d'application, les canaux enterrés, les failles, les minerais lourds, les dépôts de gravier, le charbon de bois et même l'uranium. Ensuite, pour déterminer la quantité et la qualité des pétroles, on peut faire la processus que suit. À savoir, il faut d'abord se documenter sur la géologie de la zone qui nous intéresse. Si c'est par exemple la région de Dakar, pour savoir quel type de formation on peut trouver sur Dakar. Et les articles écrits sur cette zone, toutes les informations que nous pouvons recueillir, il faut les recueillir et vous documenter. Et ensuite, des mesures en avion pour couvrir une grande surface. On
peut faire la prospection géophysique en restant au sol et en plantant nos électrodes, utilisant les machines, par exemple, comme la machine à gravité que je vous avais montré, pour déterminer les valeurs du champ gravitationnel. Mais aussi, on peut faire la méthode magnétique et la méthode gravimétrique en avion. Il suffit simplement de placer le matériel dans l'hélice des avions ou bien derrière les avions pour parcourir plus d'espace et faire des mesures générales. Bien évidemment, ces mesures-là ne sont pas précises. Ces mesures ne sont pas destinées à être très précises, juste à montrer des zones plus intéressantes que d'autres zones. Par exemple, comme si c'était toute la région de Dakar. Bien évidemment, on ne peut pas faire la prospection magnétique, tenir notre portable ou bien tenir l'appareil de mesure pour parcourir toute la région de Dakar. Ça va être très difficile. Mais en utilisant les avions, les objets magnétiques, par exemple, les avions, pour faire de la magnétique, on peut couvrir une très grande distance. Les avions, en général, volent à des altitudes très basses, 500 mètres, par exemple. Donc, après avoir parcouru toute la région de Dakar, on peut dire que c'est Dakar Nord qui nous intéresse, Dakar Sud, Dakar Est ou Dakar Ouest. Et nous concentrer, faire maintenant la prospection sismique, par exemple, en tant que telle, dans cette zone-là, et laisser les autres zones. Donc, on peut dire que la méthode magnétique et la méthode gravimétrique ne nous permettent pas tout simplement de déterminer les basaltes et tout, mais on peut les utiliser pour avoir des vues d'ensemble des zones de très grandes, des zones très larges, pour savoir quelles zones nous intéressent le plus que les autres zones. Les endroits plausibles qu'on peut avoir, qu'on peut regarder pour trouver du pétrole, ce sont les roches poreuses fissurées, les calcaires et les grès, par exemple, et les calcaires grès permettant de ressembler au pétrole. Comme je vous l'avais dit, quand il y a ce processus de décantation qui est fait, l'eau, les gaz vont remonter, mais les gaz ne vont pas remonter en un seul bloc. Ils vont emprunter les fissures qui se trouvent au sous-sol et la porosité des roches qui se trouvent en sous-sol pour monter un peu. Donc, quand vous voyez cette image-là, ne vous dites pas que toutes ces zones-là, c'est du pétrole. Non, c'est du pétrole mélangé à des sédiments ou bien mélangé à des formations très poreuses ou bien à des formations très fissurées. De même que les gaz sont mélangés ici avec d'autres formations qui sont poreuses et très fissurées. Il faut savoir cela. Ce n'est pas toutes ces zones-là, le gaz est dans ce bloc. Donc, ça va être difficile de puiser ces pétroles-là. Alors que les gisements de pétrole, on peut les utiliser pendant plusieurs années. Et il y a même certaines parties qui sont difficiles. C'est très difficile d'extraire le pétrole parce que il y a ce processus de, comment je peux l'appeler? Oui, avec l'eau. L'eau, les grains de sable absorbent beaucoup l'eau. C'est la même chose qui se passe, par exemple, avec ces formations. Il y a une partie qui s'écoule librement comme l'eau, mais il y a une partie aussi qui est un peu absorbée. Ainsi, pour le coût de chaque forage d'exploration, on a 500 000 €. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire de la prospection pétrolière. Voici un exemple d'enregistrement sismique fait. Après avoir utilisé notre méthode magnétique, on peut localiser des zones très intéressantes. Et ensuite, on va dans ces zones, on fait de la prospection sismique. Voici, comme vous le voyez, cette zone-là ressemble à cette configuration des dômes de sel. Donc, on peut dire que ces endroits-là peuvent recueillir du pétrole et du gaz. Et en utilisant aussi les propriétés sismiques dynamiques que vous voyez pour ces couches-là, comme je vous l'avais montré, les ondes S de cisaillement ne parcourent pas les milieux liquides. Comme l'huile est de propriété liquide,
ne va pas parcourir ces zones-là. Donc, on peut dire que si, avec les logiciels utilisés, on peut dire que avec les logiciels utilisés, il y a, pour chaque ligne que vous voyez, il y a une vitesse. La vitesse, on peut savoir la vitesse de l'onde. Ainsi, si on parvient à voir que cette partie-là, on n'a pas des ondes de cisaillement, donc on peut dire que cette partie-là est plausible de recueillir soit du gaz, soit est plausible de recueillir de l'eau ou bien de l'huile, ou bien du pétrole en l'occurrence. Ainsi, on peut avoir une estimation de la quantité de pétrole que nous pouvons avoir. Donc, il faut très bien savoir comment exploiter les logiciels pour déterminer les volumes. En plus de cela, après avoir déterminé cette partie-là, on fait des forages. Et quand on fait des forages, on peut utiliser les diagraphies. Les diagraphies, ce sont des mesures faites pendant la forage ou bien avant de forer. Non, pendant la forage ou après avoir foré. On dit que diagraphie directe ou indifférée. Il y a la méthode, avec les diagraphies, quand on utilise la méthode électrique au moment de forer, on peut faire le log PS. Le log PS ou la polarisation spontanée et l'enregistrement des différences de potentiel électrique dues à des causes naturelles. Comme vous le voyez, l'argile on a beaucoup d'ions au niveau des argiles. Donc, l'argile que vous voyez est positive, par exemple, et il va polariser les ions qui se trouvent dans le sable. Donc, il y a alignement des ions entre les ions positifs et les ions négatifs. Et ainsi, il y a une polarisation naturelle qui est faite entre deux couches, entre l'argile et le sable. Comme vous le voyez, l'enregistrement est tel que je vais l'expliquer. On mesure la différence de potentiel. Si on utilise de base les données de l'argile, comme que ce sont les argiles qui polarisent les autres couches le plus, on utilise l'argile comme niveau de base, comme niveau initial. Et quand il y a une différence de potentiel entre les deux couches, l'enregistrement va virer ici. Et quand on retrouve une autre couche d'argile, l'enregistrement va revenir à sa position initiale. Ainsi, nous pouvons déterminer quel type de couche qu'on peut avoir et quelle est sa différence entre l'argile. Ces différences sont mesurées entre une électrode de référence fixe placée à la surface et une électrode mobile qui parcourt toute la zone du forage. Ensuite, voici l'enregistrement que nous pouvons avoir. On a la polarisation spontanée que je vous avais expliqué et les données de résistivité, comme que c'est la méthode électrique, et la densité, ici. Et en regroupant en couplant ces trois valeurs-là, on peut différencier les couches. Et en sachant quelle densité c'est l'huile, par exemple les gaz, les prix, les quartz, l'eau, l'argile, le monoléolique, c'est de l'argile, et sa résistivité et quel potentiel il peut avoir, s'il y a beaucoup d'ions ou pas. On peut séparer les différentes couches. Par exemple, comme si vous voyez cette partie-là, bandwater, élite. Cette zone-là est composée en très grande partie par l'élite. Ensuite, l'argile. Ensuite, nous pouvons voir il y a de l'eau. Et ensuite, du quartz. Et ensuite, quand on descend en profondeur, nous pouvons voir que le quartz augmente très grandement et les gaz augmentent. Il y a une très grande partie sur les gaz. Ensuite, quand on descend encore plus, les quartz augmentent. Les quartz, par exemple, comme je vous l'avais dit, il n'y a que les zones très poreuses et les zones très fissurées. Le grès, par exemple, peut être très poreuse ou bien très fissurée.
pour recueillir du pétrole et du gaz. Ainsi, en vert, ils ont déterminé qu'en vert, c'est très plausible d'avoir du pétrole ici. Et quand on descend, notre niveau, la formation poreuse et fissurée va diminuer et on va avoir encore de l'élite. Et comme je vous l'avais dit, les forages, les données, quand on fore, on recueille des matériaux, mais et on les envoie au laboratoire pour les analyser. Mais ces matériaux-là peuvent, l'étude de ces matériaux-là peut durer des mois, voire même plus d'un an. Et on peut pas attendre on peut pas attendre plusieurs mois ou plus d'un an pour avoir les données. Ainsi, la géographie nous permet de savoir si notre forage a décelé des zones de gaz ou de pétrole ou s'il n'a pas décelé du pétrole ou bien du gaz. Et on peut concentrer par exemple l'analyse des échantillons dans ces zones-là ensuite. Nous allons parler de l'avantage et des inconvénients d'utiliser les méthodes géophysiques. Par exemple, comme avantage, les méthodes sont non destructrices. Par exemple, si on a, par exemple, comment je peux l'expliquer? Oui, si on a construit notre route de goudron et on veut savoir si en bas de cette route-là, on commence à avoir des perturbations, des fissures, par exemple. Les autres méthodes vont essayer de faire des forages pour déterminer ce qui se passe à l'intérieur et sortir du matériau et regarder. Mais en utilisant les méthodes géophysiques, on n'est pas obligé de faire des forages, de détruire la route pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. On peut simplement utiliser le radar, par exemple, pour voir s'il y a des fissures et si notre chaussée est bien portante. Il y a aussi la mise en œuvre. C'est très facile de faire certaines méthodes, c'est très facile de le faire, comme la méthode magnétique. On a notre portable, on utilise les logiciels et on peut faire de la magnétique chez soi, très facilement. Diminution du nombre de forages. Comme je vous l'avais dit, avant, on faisait une seule découverte sur 10 forages. Imaginez, 500 000 €, on multiplie par 10, on a 5 millions d'euros. On perd 5 millions d'euros et on gagne 500 000 €. Il y a une très grande différence. À la longue, on va perdre. Mais avec l'apparition des méthodes géophysiques, le taux de réussite a triplé, voire même quadruplé. Donc, vous pouvez voir que nettement, la géophysique aide les gens à trouver, par exemple, du pétrole et d'autres forages, même si ce n'est pas du pétrole. Les méthodes sont très complémentaires. Par exemple, vous pouvez voir que la méthode magnétique, même si on estime que la précision de notre, disons, du basalte que nous avons trouvé, quel quantité de basalte on a trouvé, même si ce n'est pas précis, on peut utiliser les méthodes, par exemple, sismiques ou gravimétriques pour compléter et confirmer ou bien pour délimiter d'autres zones qui vont confirmer que non, cette méthode-là, on ne peut pas savoir, pour confirmer ce que la méthode magnétique a découvert. Et dire que, par exemple aussi, si la méthode magnétique ne nous donne pas la qualité du basalte trouvé, en utilisant les méthodes sismiques, on peut savoir si entre deux gisements, lequel est le plus dense. Avec la méthode magnétique, on peut savoir lequel a le plus de pyrite, lequel est probablement plus riche en pyrite, mais on ne peut pas savoir, par exemple, si lequel est plus dense. Mais en couplant avec les méthodes sismiques, on peut savoir lequel est le plus dense et ainsi concentrer notre exploitation sur
le gisement le plus rentable. Les difficultés de ces méthodes. Il y a des difficultés de l'inversion. Par exemple, l'exemple que j'avais donné sur le Terexor. Même si on mélange, c'est très difficile, voire même impossible d'avoir la même chose que ce que le voisin nous a préparé. Donc, on connaît très peu d'informations sur la zone prospectée pour faire l'inversion. Et il faut savoir beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur la zone et ainsi éliminer certaines conditions pour mieux calculer et mieux trouver l'objet magnétique pour faire l'inversion. Ensuite, on a la profondeur de l'objet gravimétrique. Ici, pour la même masse, nous avons ces trois objets-là ont la même masse, mais avec des densités différentes. Et ils donnent le même enregistrement. Ils donnent le même enregistrement. Donc, si on a cet enregistrement, on ne peut pas savoir si l'objet est moins dense, si l'objet est à cette hauteur-là, ou bien à cette hauteur-là, ou bien à cette hauteur-là. Mais on est sûr que d'avoir un objet qui se trouve ici, qui est plus dense, par exemple, que le milieu. Et on n'a jamais de certitude à 100%. On ne peut pas dire que on a trouvé, on ne peut pas utiliser les méthodes géophysiques, par exemple, pour dire qu'à 100%, on a du basalte là-bas, à 100%, le basalte a les caractéristiques telles que 100%, on a du pétrole là-bas. C'est impossible. Si on pouvait le faire, on allait avoir des prospections pétrolières de 100%. Et enfin, il y a une dernière caractéristique que je ne sais pas où je vais le classer comme avantage ou limite, l'expérience. Pour faire de la géophysique, il faut beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Parce que, comme vous l'avez vu, les enregistrements sont très complexes. Ce n'est pas très clair tout le temps. Donc, plus la personne est expérimentée, plus il peut interpréter les résultats. Parce que la géophysique se base sur l'interprétation des enregistrements pour sortir les caractéristiques de l'objet géologique. Donc, il faut être très expérimenté pour faire de la géophysique. Plus on est expérimenté, plus on peut interpréter, plus on peut dire qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol. Et enfin, pour la conclusion, on peut simplement dire que les ressources naturelles se font de plus en plus rares et il faut de plus en plus des méthodes sophistiquées pour les déterminer. Et parmi ces méthodes-là, on peut trouver la géophysique. Et la géophysique nous permet, par exemple, d'estimer, de dire que probablement, dans telle ou telle zone, on peut avoir du basalte ou bien de l'eau ou bien du pétrole. Ce qui met fin à ma présentation. Je vous remercie. Merci, M. Mohamed Gueye, pour cette excellente présentation. Merci. Bon, ce soir, une autre présence qui nous honore, c'est celle du professeur Mapaté Ndiaye, le directeur de l'IEF. Oui. Excusez-moi, une seconde, oui. Je voudrais remercier M. Ndiaye parce qu'il m'a beaucoup appris sur la géophysique. J'ai beaucoup appris à côté de lui, franchement. Et il est très humble et très motivé. Quand vous lui parlez de la géophysique, il suffit simplement de lui poser une question. Il va se débattre avec vous, expliquer les choses, décortiquer tout. Tout va être plus clair, franchement. Et merci beaucoup aussi pour cette présence, monsieur. Voilà. Pour rappel, professeur Mapaté Ndiaye, il est ingénieur géologue et docteur en géosciences. Nous lui souhaitons les bienvenus parmi nous et nous lui remercions d'avoir accepté de venir partager avec nous ses connaissances. Donc, avant de nous lancer dans la phase questions-réponses, nous invitons professeur à prendre la parole au cas où il souhaite intervenir. Professeur, est-ce que vous êtes parmi nous? Oui, bonjour.
Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, merci, ça me fait énormément plaisir donc d'être là ce soir. Alors, c'est vrai que je voudrais peut-être commencer mon propos par présenter mes condoléances à Mohamed, donc qui a perdu récemment son papa. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, moi je l'ai appris un peu tard quand même, mais donc c'est vraiment l'occasion de lui présenter donc mes condoléances et de prier pour que Allah accueille son papa au paradis et qu'il lui donne Merci aussi beaucoup, Annie. exactement et qu'il lui donne le courage de supporter son absence et qu'il l'accompagne donc pour le reste de sa vie ainsi que sa famille. Alors donc je voudrais aussi en profiter pour encore réitérer mes félicitations au club de géotechnique. Alors cette initiative est inédite à l'UFR ici. Alors parce que si nous voyons le rythme avec lequel ces webinaires sont organisés et ensuite donc la trouvaille qui a consisté à l'organiser le samedi soir, alors je me dis que en fait vous êtes des génies. Vous êtes vraiment des génies. Vous avez eu une idée en or, une idée lumineuse, donc d'avoir ces séances de partage d'informations le soir. Alors, je voudrais donc, alors il ne faut pas aussi que je perturbe un peu le déroulement du webinaire, parce qu'en fait, je suis venu comme spectateur aujourd'hui, comme tout le monde. Alors, j'ai été impressionné par la présentation de Mohamed, donc qui est quand même d'une très, très grande qualité. Alors, je savais que Mohamed était un excellent ingénieur, mais aujourd'hui, je découvre aussi qu'il est quand même un bon enseignant, un bon professeur. Parce que je pense que les explications ont été très, très claires. En tout cas, moi, personnellement, je pense que pour quelqu'un qui est peut-être étranger à ce monde, les explications de Mohamed permettent quand même de bien entrer en matière. En tout cas, merci beaucoup donc pour tous les efforts que vous allez faire pour nous rassembler. Donc, tous ces documents de qualité, mais aussi en fait nous montrer ces belles figures qui parlent toutes seules. Hein? Donc, ces figures qui parlent toutes seules. Alors bon, moi j'ai peut-être après soit une intervention, mais ça en fait, je le ferai après. Hein? Donc, je voudrais peut-être intervenir donc, par rapport à l'exposé, mais je préfère le faire plus tard, donc de façon à ne pas donc trop perturber le déroulement du séminaire. Encore une fois, en vous remerciant et en vous souhaitant une bonne continuation. En tout cas, dites-vous que l'UFR est très fier de ce que vous faites et que en fait, l'UFR ne ménagera aucun effort pour vous accompagner, pour que cette activité soit pérennisée. Merci beaucoup. Merci, professeur. Au nom de toute l'équipe du bureau du club géotechnique, nous vous présentons M. Mohamed, nos sincères condoléances. Maintenant, nous passons à la phase questions-réponses. Là, tout participant qui a des questions à poser, il fait les faire, c'est maintenant. Vous pouvez même nous écrire aussi. Avez-vous des questions? Ou tout simplement, si vous voulez. Oui, salut. Salut. Vous voulez intervenir? Allez-y. Salut, donc merci Mohamed donc, pour la présentation. Et donc, mes sincères condoléances pour toi. Donc, j'ai des questions, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous pouvez poser vos questions. Ok, donc vous avez parlé donc sur les méthodes géophysiques donc appliquées aux ressources naturelles, que ce soit aux ressources minières et le pétrole et aussi donc tout ce qui est pétrole, etc. Donc, est-ce que vous pouvez donc me dire quand
quand peut-on utiliser donc, la méthode magnétique et gravimétrique? C'est par exemple, si on a le fer, donc est-ce qu'on on doit utiliser donc, la méthode magnétique ou gravimétrique? Donc, lequel est faisable? Donc, la deuxième question, quelle est la différence entre la méthode électromagnétique et magnétique? Et s'il vous plaît, donc, est-ce que vous pouvez me donner le principe de la méthode électromagnétique? Je vous remercie. Merci à vous aussi. Oui, merci beaucoup. Je peux répondre aux questions. Et pour la première question, à savoir, quand est-ce qu'est-ce qu'on nous dit, comment on peut utiliser magnétique et la méthode gravimétrique. Par exemple, il faut toujours savoir quel objet recherché nous intéresse le plus. Si par exemple, par exemple, c'est la méthode magnétique, l'objet présente beaucoup de magnétique, la magnétique, je vous l'avais montré, attendez, qui influence, comme vous le voyez, qui influence beaucoup les champs magnétiques. Donc, on peut privilégier la méthode si le cherché est très dense par rapport aux autres objets, comme par exemple le basalte, comme vous le voyez. Hein, en ne regardant pas quel constituant de magnétique l'objet a, mais on sait que notre objet est très dense, comme les granites, les gneiss, par exemple, et tout. On peut utiliser la méthode gravimétrique. Parce que la méthode gravimétrique, ce qui le caractérise, c'est des objets denses qui perturbent le champ gravitationnel. Et si c'est l'objet présent de la magnétique ou bien de la pyrite, des choses qui perturbent le champ magnétique, on privilégie la méthode magnétique. C'est tout simplement ça. Il faut savoir donc quel objet on recherche. On ne peut pas venir et faire de la prospection magnétique sans savoir si l'objet est influencé influence le champ magnétique terrestre ou bien si l'objet est dense ou pas. Donc, si l'objet est très magnétique, on utilise la méthode magnétique. Si l'objet est très dense, on privilégie la méthode gravimétrique. Je ne sais pas si c'est bon pour la première question. Monsieur Driss, je pense, monsieur Driss, ou bien? Bon, on passe à la deuxième question. Et pour la deuxième question, l'électromagnétique et la magnétique. Attendez, je vais vous montrer. Oui. Pour l'électromagnétique, hein, on recherche pour l'électromagnétique. Comment la méthode magnétique, on est sur cette diapositive-là. Pour la méthode magnétique, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, on regarde ce qui nous intéresse, c'est la perturbation du champ magnétique. Et si c'est l'électromagnétique, on regarde la perturbation de la résistivité. Attendez. Comme c'est l'électromagnétique ressemble beaucoup plus à l'électrique que la magnétique. On dit il y a le mot magnétique. Comme c'est plus à l'électrique que la magnétique. Je vais enchaîner par la question. Par la dernière question, à savoir le principe de l'électromagnétique. On utilise un peu parce qu'un champ magnétique premier est induit pour un champ magnétique premier induit un champ magnétique secondaire. Et ainsi, avec les propriétés qui conduit le champ magnétique ainsi après qui génère un courant électrique avec les propriétés électriques du milieu,
avec les propriétés indirectes du milieu, on peut savoir si le champ magnétique secondaire est très important, à savoir où on peut dire que le courant généré, le courant induit est plus important, que si le matériau, par exemple, n'avait pas des propriétés électriques. Si le matériau n'avait pas de propriétés électriques, il va être le principe de la méthode électromagnétique. Il regarde simplement ce que le champ magnétique induit, quelle différence on peut avoir entre ces deux-là. S'il y a beaucoup, si l'objet est comme le fer, par exemple, comme le fer, par exemple, peut être très bien induit, on peut y avoir beaucoup, on peut avoir du champ magnétique induit très important. Il va être plus important que si, par exemple, si c'était du calcaire, on n'aurait pas une très grande plus important dans cette zone-là. Si c'était du calcaire, on n'aurait pas une différence. Bon. Donc, la méthode électromagnétique ressemble beaucoup plus à la méthode électrique que la méthode magnétique. Parce que la matériau peut conduire beaucoup plus le courant que s'il ne peut pas, si le matériau ne peut pas conduire du courant. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je parle beaucoup. Hein. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, il y a Cheikh qui veut intervenir. Cheikh? Oui. Bonsoir, Hakim. Bonsoir, Mohamed. Un grand merci pour la présentation que vous avez faite. Ça nous a appris beaucoup de choses. Maintenant, moi, j'avais deux questions à poser. La première question, c'est, vous savez, en géophysique, l'interprétation des données est une étape importante pour la prospection. Maintenant, je demandais, par exemple, pour la méthode sismique, quand on veut rechercher, par exemple, du pétrole, quel est le logiciel le mieux adapté pour interpréter les données, par exemple, pour cette méthode-là. Maintenant, pour l'autre question, j'ai vu que vous avez dit que pour une prospection, pour la recherche du pétrole, un puits, ça coûte 500 000 euros. Maintenant, je demandais, est-ce que cet argent-là, quand on investit ça, on le fait à l'aveugle ou bien on est sûr qu'on va trouver quelque chose? Merci beaucoup. Oui, cher. Merci beaucoup. Et pour les logiciels utilisés, par exemple, pour faire de la réflexion ou réfraction, il y a plusieurs logiciels. Je ne suis pas un spécialiste de ces logiciels-là. Je ne peux pas dire, je n'ai pas utilisé tous ces logiciels-là. Je pense que cette question-là revient à M. Ndiaye, qui est beaucoup plus expérimenté que moi sur le choix des logiciels. Et pour les 500 000, des fois, il vient après avoir fait toutes les prospections. Je ne suis pas spécialiste aussi pour ces investissements, mais après avoir fait toutes les prospections et estimer les zones les plus importantes, les plus plausibles d'avoir du pétrole, c'est à ce moment-là qu'ils font les puits. Ils ne vont pas faire les forages tant qu'ils n'ont pas encore des données fiables, des données qui sont très plausibles. Mais des fois, ils savent que les forages qu'ils vont faire, il y a un pourcentage de chances que ça échoue. Mais ils vont essayer de le faire. Mais quand ils vont trouver du pétrole, ils vont espérer de trouver du pétrole. Quand ils vont trouver du pétrole, c'est là qu'ils vont essayer de commencer l'exploitation. C'est là qu'ils vont essayer de gagner tous ces argents-là perdus. Donc, c'est très peu probable qu'ils perdent.
même s'ils investissent les $500 000 et qu'ils n'ont pas encore trouvé du pétrole, et qu'ils perdent par exemple les 6 prospections, les 6 forages faits sur les 4, après avoir commencé l'exploitation et trouvé du pétrole, ils vont sortir cet argent perdu-là dans l'exploitation. Ça, même, c'est sûr. Je pense que c'est bon la question. Cher, est-ce que c'est bon? Oui, ok. Oui, oui, je pense que peut-être si Moussa Ndiaye est là, peut-être il va nous apporter des éclaircissements sur la première question. Oui, mais pour la deuxième question, je pense que j'ai compris. Donc, la probabilité n'est pas toujours égale à 1 qu'on va trouver ce que l'on cherche. D'après ce que j'ai compris. Oui, exactement. Exactement. On ne peut pas, comme je vous l'avais dit, les méthodes géophysiques, bien qu'ils soient précis, bien qu'ils ont triplé ou quadruplé la probabilité de réussir, il y a toujours des forages qui sont secs, dont on n'a pas de produits pétrole, on n'a pas de pétrole ni de gaz. Mais cet argent-là va être regagné quand ils vont trouver du pétrole et du gaz. D'accord, merci. Ok, merci, cher. Monsieur Matouradio, vous pouvez y aller maintenant. Bonsoir à tous. Merci Mohamed pour la présentation. Vraiment, c'est important. En fait, j'avais deux questions. Vous avez parlé d'estimation de la quantité d'hydrocarbures qu'on peut avoir. En fait, je voulais savoir, est-ce que la sismique nous permet réellement d'estimer la quantité d'hydrocarbures en place? Il existe d'autres méthodes pour savoir la quantité totale d'hydrocarbures qu'on a. Deuxième question, je voulais savoir à quel moment du forage on peut faire la protection sismique. On parle de sismique depuis. À quel moment on le fait? Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Pour la première question, la sismique en tant que telle seulement, on peut avoir une première estimation, par exemple, de la quantité, de la zone, par exemple, qui nous intéresse. Mais cette zone-là doit être, par exemple, on doit continuer d'utiliser d'autres méthodes pour confirmer que telle ou telle zone, pour confirmer que la zone réellement est de temps. Donc, la sismique simplement peuvent nous donner une première estimation, mais il faut pousser les recherches pour confirmer la zone ou bien pour ne pas confirmer la zone. Donc, on peut dire que ce n'est pas suffisant à 100%. Et pour la deuxième question, quand est-ce qu'on va faire du sismique? Par exemple, après avoir utilisé, par exemple, les méthodes magnétiques et gravimétriques en avion et estimer les zones les plus intéressantes, là, on peut commencer par faire de la sismoréflexion et ainsi, et ainsi connaître beaucoup mieux cette zone-là. Et après avoir connu cette zone-là et utiliser d'autres méthodes qui ne sont pas des méthodes géophysiques, par exemple, je ne sais pas, on peut commencer par faire des puits, commencer par faire des forages. Et je pense que si cette question-là, je ne connais pas toutes les méthodes utilisées, par exemple, avant de faire les forages de pétrole, simplement les méthodes géophysiques, franchement. Peut-être Moussa Ndiaye aussi pourra amener des explications plus claires. Merci beaucoup. Ah, merci, Madame Matura. Et si quelqu'un d'autre a des questions à poser, on peut lever la main et on lui donnera la parole.
Avez-vous des questions, des suggestions? Est-ce que je pourrais parler? Oui, oui, allez-y, puisqu'il n'y a pas de questions. Voilà. Merci. Bonjour. Merci. Mes excuses, hein. Moi, j'ai des questions. Comme ça, peut-être vous allez ramasser après l'ensemble. D'accord. Voilà. Bonsoir à tous. Et je dirais que c'est vraiment très clair de la part de Mohamed Gueye pour cette très belle présentation qui nous a beaucoup appris. Et nos très sincères condoléances à vous, comme l'a dit le directeur, pour le décès de votre papa. Et nous prions au Dieu qu'il l'accueille dans ses paradis célestes. Et j'avoue que ce n'était pas évident pour lui de cumuler la préparation du webinaire et les circonstances du décès de son père. Et comme a souligné aussi notre cher directeur, le prof Mapate Ndiaye, c'est très courageux pour lui de s'attaquer à ce domaine très complexe, le domaine de la géophysique, avec ce thème d'importance capitale qui est au cœur de la géophysique et qui demande beaucoup trop d'expérience. Mais je dirais qu'on peut dire alhamdulillah, puisqu'on a à côté ce professeur très expérimenté, le directeur Mapate Ndiaye, et qu'on va bientôt découvrir dans les minutes qui suivent. Voilà, donc c'est vraiment un cadeau pour nous. Donc. Et les questions que j'avais d'abord, c'était sur le choix des méthodes. Qu'est-ce qui nous dicte le choix de telle ou telle autre méthode pour faire la prospection géophysique? Et je demande, est-ce qu'il y a des méthodes qui donnent plus de précision pour ne pas avoir besoin à des forages tests ou des vérifications pour des confirmations? Parce que surtout sur la recherche de l'eau, vous avez cité parfois des forages qu'on effectue pour des vérifications. Et sachant que le coût des forages aussi, ça peut être très cher. Donc, pour mieux pallier à ce phénomène, donc, est-ce qu'on a d'autres méthodes qui nous permettent d'être plus précis pour réduire le nombre de forages tests? Voilà. Et d'autre part, parlant du non 100%, sur les méthodes géophysiques, moi, automatiquement, ça m'induit à penser qu'il y a peut-être des méthodes complémentaires. Donc, puisqu'il n'y a pas une confirmation de ce qu'on fait à 100% sur les prospections géophysiques et que le coût parfois de certaines méthodes ou de certaines techniques, le coût des forages peut paraître très, très cher. Donc, est-ce qu'il y a d'autres méthodes complémentaires qui permettent en tout cas d'avoir une plus nette confirmation sur ce que l'on recherche? Je vous remercie. Oui, ça. Je vais commencer par la dernière question pour le coût des forages et le choix des méthodes et tout. Il faut savoir que, par exemple, si on n'avait pas la géophysique, on aurait pu faire, par exemple, pour trouver de l'eau, on aurait pu faire des 100 forages, par exemple, dans une petite zone pour n'avoir que 2 forages qui allaient donner des résultats ou bien un seul forage qui allait donner des résultats. Mais avec les méthodes géophysiques, avant de commencer les forages, on est sûr que, par exemple, sur les 100 estimés avant d'utiliser la géophysique,
on a besoin que de placer nos forages dans tel ou tel endroit qui sont très intéressantes. Parce que quand on dit qu'une chose est à 100%, il faut le voir, le toucher, pour dire qu'une chose est 100%. Mais comme que le sol, on ne peut pas voir le sol, le sous-sol de nos yeux, on ne peut pas affirmer à 100% qu'on a tel ou tel produit. Il n'y a que le bon Dieu qui peut voir à travers le sol et savoir si on a réellement de l'eau et du forage. Mais une personne avec simplement les méthodes géophysiques, il ne voit pas le sous-sol à 100%. Il voit le sous-sol indirectement à travers les propriétés qu'il a découvertes. Les propriétés de tel ou tel endroit, qui estiment qu'il y a très forte chance que ce soit de l'eau, il y a très forte chance que ce soit du pétrole, ou bien il y a très forte chance que ce soit du basalte. Mais tant qu'il n'a pas vu de ses propres yeux que c'est du basalte, c'est de l'eau, il ne peut pas affirmer à 100% que la méthode marche. Et je pense que c'est ensuite, il y a le choix des méthodes. Pour le choix des méthodes, je pense que vous posez simplement le choix des méthodes, si j'ai bien compris la question. Pour le choix des méthodes, il faut d'abord savoir ce qu'on cherche et ce qu'on cherche. Si ce qu'on cherche est de caractère magnétique, par exemple, la méthode magnétique domine sur les autres méthodes. Mais on peut aussi utiliser les autres méthodes pour compléter la méthode magnétique. Comme je vous l'avais dit, l'avantage des méthodes géophysiques, ce sont des méthodes complémentaires. Et si, par exemple, l'objet est dense, on privilégie, par exemple, la méthode gravimétrique ou bien même la méthode sismique. Et si l'objet a des caractères pour conduire le courant ou bien pour résister au courant, on utilise l'électromagnétique et l'électrique. C'est simplement ça. Je pense que c'est ça la question. Ce sont les questions que vous avez posées. Oui, merci beaucoup. C'est pratiquement c'est dernier. Je suis satisfait de votre intervention. Merci. Maintenant, professeur, vous pouvez y aller. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Donc, j'ai énormément de plaisir à vous écouter. Donc, à écouter Mohamed expliquer, mais aussi en fait avoir l'intérêt que cette présentation a suscité. Donc, de la part de tous ceux qui ont posé des questions et de tous ceux qui ont participé. Alors, bon, c'est vrai que Mohamed a très bien répondu à toutes les questions qui ont été posées. Alors, peut-être juste en profiter pour en tout cas encore faire de la promotion, en tout cas expliquer encore, parce qu'il n'est jamais excessif d'expliquer, il n'est jamais excessif de répéter. Donc, expliquer juste un peu par rapport à certaines choses. Alors, c'est vrai que je pense que quelqu'un a posé la question sur en fait, est-ce que la méthode sismique était suffisante pour estimer les réserves. Alors, donc, comme l'a dit Mohamed, hein, donc vous savez, la prospection pétrolière, c'est tout un processus. C'est un processus. Ça commence déjà, comme il a dit, par identifier le domaine. Alors, identifier le domaine, parce que imaginez, on n'a jamais trouvé des hydrocarbures dans des roches non sédimentaires. Donc, il faut d'abord cibler des roches sédimentaires. Donc, ce qui explique, comme il l'a bien dit, on utilise justement la gravimétrie, donc les différences de densité, parce qu'en fait, la gravimétrie va nous renseigner sur les différences de densité. Et normalement, des terrains sédimentaires sont souvent moins denses que des terrains non sédimentaires. Donc, souvent, on fait de la gravimétrie aéroportée, ce qui permet déjà de cibler des zones avec des densités, en fait, avec des défauts de densité. Alors, donc, une fois que cette identification est faite, c'est à ce moment-là qu'on passe à la sismique. Donc, il faut dire que la sismique n'est pas la première étape de la prospection, mais elle est peut-être la deuxième et elle n'est pas la dernière étape non plus. Parce qu'en fait, la sismique, son but, comme l'a dit Mohamed, c'est pour estimer les géométries. Alors, c'est pour regarder, est-ce que les structures qu'il a montrées, vous avez vu les structures. Donc, en fait, parce que le pétrole est piégé. Il est piégé dans des structures particulières.
Alors, il a montré ça, je pense, dans une de ses diapos. Et en fait, le but de la sismique, c'est de chercher est-ce que ces structures ou est-ce qu'une de ces configurations, exactement, donc voilà, c'est ce qu'il montre à l'écran. Hein. Donc, il y a différentes configurations donc, qui sont souvent liées au gisement de pétrole. Alors, le but de la sismique, c'est de regarder est-ce que les configurations qu'on a dans le terrain sédimentaire qu'on a identifié sont conformes avec les structures qui vont avec le piégeage du pétrole. Et justement, donc, une fois que ces structures sont rencontrées, alors maintenant, on a le courage de continuer vers les étapes supplémentaires. Vous allez voir, donc, plus on va vers les étapes donc, plus on s'approche du pétrole, plus ça devient cher. Parce qu'on va dire au début, la gravimétrie, elle va coûter peut-être pas très cher. Ensuite, la sismique, encore un peu plus cher, mais encore pas très cher. Et dès que la sismique se montre prometteuse, c'est à ce moment-là qu'on passe au premier forage. Alors, les forages, effectivement, donc c'est destructif. Hein. On a dit que creuser, ça coûte toujours très cher. Alors, vous imaginez maintenant creuser jusqu'à 2000, 3000 mètres de profondeur. Donc, ça peut quand même coûter très cher, surtout lorsque vous êtes en mer. Hein. Donc, sur le continent, ça coûte moins cher, mais ça coûte quand même assez cher. Et c'est en mer que ça coûte encore le plus cher. Et en fait, en ce moment, donc, parce qu'en fait, on a fini avec la sismique. C'est en ce moment maintenant qu'on passe sur le forage. Le forage permet d'avoir les premiers échantillons qui sont analysés, comme a dit Mohamed, par de la pétrophysique. Donc, c'est pour regarder un peu ce que ça contient. Est-ce que ça contient des traces d'hydrocarbures? Est-ce que ça contient... Parce qu'en fait, souvent, c'est du matériau destructif. Parce que lorsqu'on fore à 2000 mètres, on fait très peu de carottage. Il y a des carottages sur des intervalles, mais en général, c'est destructif. Et c'est aussi l'occasion de passer donc, les diagraphies, qui sont des mesures en forage, qui vont permettre de savoir quels sont les flux qui sont en présence, quelle est leur nature, est-ce que la roche est saturée à 100%, etc., etc. Donc, c'est pour dire en fait que la sismique n'est qu'une partie d'un long processus qui va aller donc de la gravimétrie, en passant par la sismique, en passant par les forages, les diagraphies, d'accord. Et c'est juste en ce moment-là qu'on commence à parler de champs, hein, de champs pétroliers. Parce qu'au début, on parle de prospect, on parle de zone de prospect. Prospect, ça veut dire que c'est une zone qu'on est en train de prospecter. Alors maintenant, on parle de champs lorsque on a trouvé les premières traces. Et maintenant, un champ, ensuite, il est fait pour être développé. Donc, développer, ça veut dire que développer une exploitation, c'est donc regarder quels sont les meilleurs endroits pour mettre les forages. D'accord? Parce qu'en fait, les forages, on ne peut pas les mettre comme ça au hasard. Il faut les mettre au meilleur endroit. À l'endroit qui permet d'en mettre le moins possible, parce que ça coûte cher, mais à l'endroit aussi qui permet d'extraire le maximum d'hydrocarbures du sol. OK? Donc, ça, voilà. Donc, ça, c'est juste quelque chose que je voulais aussi ajouter. Alors, bon, j'ai entendu Mohamed aussi dire que effectivement, pour interpréter les données géophysiques, il faut beaucoup d'expérience. Alors bon, je ne voudrais pas que ça soit mal compris. Effectivement, l'expérience, c'est important pour tout. Hein. Il n'y a pas, je pense, une seule chose qu'on peut faire dans la vie où l'expérience ne sert pas. L'expérience sert toujours. Mais par contre, dites-vous que bon, l'expérience en géophysique, c'est comme l'expérience partout. Hein. Donc, ça s'acquiert avec le temps. Ça s'acquiert avec le temps. Parce qu'en général, vous n'avez jamais la même attitude devant quelque chose que vous avez déjà vu. Alors, donc moi, je pense que ce qui est plus important lorsqu'on fait de la géophysique, c'est justement de connaître la géologie. Donc, l'expérience est importante, mais je pense que connaître la géologie est aussi très important. Parce qu'en fait, la géophysique, la finalité, c'est de la géologie. Donc, si vous avez une idée des conditions géologiques qui sont en place, d'accord, ça vous ouvre un boulevard, donc ça vous ouvre un boulevard pour aller vers de l'interprétation. Donc l'expérience, effectivement, comme il l'a dit, c'est très important, mais dites-vous que ce qui va vous permettre de forger votre expérience, c'est votre connaissance de la géologie. Alors quand je dis connaissance de la géologie, vous n'avez pas besoin d'être prix Nobel de géologie. Vous avez juste besoin de connaître le contexte dans lequel vous êtes en train de travailler. D'accord? Dans ce contexte, comment se présentent les choses. Et à partir de là, donc vous êtes en mesure d'interpréter. Vous allez vous rendre compte, hein, interpréter. Donc, quand vous faites la première interprétation, c'est peut-être difficile. La deuxième, c'est plus facile. La troisième, c'est encore plus facile. La quatrième, après, ça va être de plus en plus facile. Hein? Donc, jusqu'à ce que vous devenez expert en interprétation. Alors, donc je voudrais rapidement finir, hein? Donc finir, pour ne pas être trop long, par une question. Donc, quelqu'un a posé une question sur les logiciels en sismique. Alors c'est vrai que les relations entre les étudiants
et les logiciels. C'est une relation d'amour, parce qu'en fait, les étudiants, ils aiment les logiciels. Mais en fait, dites-vous, en sciences, le logiciel, c'est comme quand je vous dis, donc je vous donne un calcul, et vous dites, ça se fait avec quelle machine à calculer. D'accord? Donc, ça se fait avec quelle machine à calculer. Donc, en fait, en réalité, ce n'est pas la machine qui est importante. Ce qui est important, c'est ce que vous savez faire avec la machine. Donc, les logiciels, ce n'est pas les logiciels qui sont importants. Ce qui est important, c'est ce que vous savez faire avec le logiciel. Alors, dites-vous que quand on fait de la sismique, alors il y a deux étapes. Il y a deux grandes étapes. Donc, la première étape, c'est l'acquisition des données. L'acquisition des données, c'est lorsque vous allez faire les mesures sur le terrain. Bon, les mesures, on va dire que c'est souvent fait par quelques entreprises spécialisées. Alors, parce que vu que la sismique, c'est de la grande logistique, surtout lorsque c'est dans l'océan. Par exemple, pour faire de la sismique dans l'océan, il faut un bateau, par exemple. Tout le monde n'a pas un bateau. D'accord? On parle de bateau sismique. OK? Alors, en général, donc, lors de l'acquisition, il y a des logiciels qui sont utilisés. Et ces logiciels sont souvent propres à ceux qui fabriquent les sismographes. Donc, chaque fabricant de sismographe a son logiciel qu'on appelle un logiciel d'acquisition, donc qui permet d'enregistrer les données, d'accord, qui arrivent sur le sismographe. D'accord? Donc, un logiciel d'acquisition, en général, alors par exemple, à l'UFR, nous avons un sismographe qui s'appelle une marque DACLink. Donc, la marque DACLink, donc c'est le sismographe, c'est la marque sismographe qu'on a à l'UFR, ça va avec un logiciel qu'on appelle VScope. D'accord? Et maintenant, chaque logiciel a en fait une marque qui va avec. Chaque matériel a un logiciel qui va avec. Alors maintenant, certainement, la question que vous voulez poser tout à l'heure, je pense, c'est chez Ahmed Tidiane Seck, ou Cheikh Tidiane Seck, c'était justement les logiciels de traitement et d'interprétation. Alors voilà, donc là, par contre, c'est différent. Alors, les logiciels d'interprétation, il y en a beaucoup. Alors, mais dites-vous que les logiciels d'interprétation sismique, alors, en fait, c'est un monde incroyable, parce qu'il y en a qui coûtent plusieurs milliers de dollars. Donc, il y en a qui coûtent plusieurs millions de dollars. Ils sont très, très chers, les logiciels de sismique. Et à côté, il y en a qui sont gratuits. D'accord? Il y en a qui sont gratuits. Il y en a qui coûtent très cher et il y en a qui sont gratuits. Alors, parfois, il y en a qui peuvent être vendus à des milliers de dollars et à côté, qui peuvent être gratuits. D'accord? Donc, en fait, c'est des choses extraordinaires, mais c'est comme ça. Alors, bon, si je peux juste rapidement lister quelques logiciels, alors en commençant par des logiciels propriétaires, donc des logiciels non gratuits. Alors, il y en a alors je vais citer le premier parce que c'est celui que j'ai peut-être utilisé quand j'étais étudiant. Donc, il y en a un qui s'appelle comme ça, j'écris le nom, qui s'appelle Kingdom Suite. D'accord? Alors, Kingdom Suite, ça coûte excessivement cher. D'accord? Ça coûte très, très cher. Donc, c'est pour faire du traitement sismique, hein, du traitement et de l'interprétation. Alors, dites-vous qu'en fait, une partie importante de la sismique, ça reste l'interprétation. Donc, tout à l'heure, je vais revenir sur des aspects concernant l'interprétation, une fois que j'ai fini de lister les logiciels. Alors, il y en a un qui s'appelle Charisma. D'accord? Charisma aussi. Alors, je ne sais pas si ça existe. Alors, Charisma aussi, je l'ai utilisé étant étudiant. C'était il y a très longtemps. D'accord? Mais je ne l'ai plus rencontré. Donc, ces deux sont des logiciels propriétaires. D'accord? Qui ne sont pas. Alors, donc, je suis en train d'envoyer en privé. Alors, excusez-moi, je vais renvoyer à tous. Hein. Donc, je me suis trompé là en envoyant à une seule personne, à Touré. J'ai envoyé à Matura Diop, mais je vais renvoyer à tout le monde. Hein. Donc, Kingdom Suite, c'est un des logiciels. Charisma, c'est un autre logiciel que je me rappelle avoir utilisé étant étudiant. Alors maintenant, donc ça, c'est des logiciels propriétaires, donc ils ne sont pas gratuits. Alors maintenant, je vais donner des logiciels gratuits. D'accord? Donc des logiciels de sismique gratuits. Alors, et je vais commencer par celui que je juge donc étant, à mon avis, donc celui que je préfère. Donc je vais commencer par celui que je préfère. Alors celui que je préfère, moi, il s'appelle comme ça, OpenDetect. D'accord? Alors vous tapez OpenDetect sur Internet, vous avez peut-être la possibilité de trouver. D'accord? Alors OpenDetect, c'est un logiciel de traitement sismique gratuit. Alors gratuit pour ceux qui le veulent gratuitement, mais aussi donc propriétaire, donc à vendre pour ceux qui veulent l'acheter. Alors bon, maintenant, alors, il ne faut pas dire que quand c'est gratuit, personne ne va acheter. En général, quand vous achetez, vous avez droit à des services auxquels celui qui n'a pas acheté n'a pas droit. C'est juste ça. D'accord? Mais en fait, c'est un logiciel que vous pouvez avoir gratuitement. OK? Alors, il y a un logiciel qui s'appelle CWP. Alors, CWP, en fait, CWP, ça signifie Center of Wave Phenomena. Donc, ça, c'est développé par le Colorado School of Mines. Donc, c'est l'école des mines du Colorado. Donc, en fait, qui est aussi
un grand institut qui est connu pour, pour faire de la recherche minière ou de la prospection pétrolière. D'accord? Donc celui-là aussi, il est bien. Et ensuite, vous avez un autre qui s'appelle donc Seismic Units. D'accord? Donc si vous voulez, donc les trois... Bon, ça on va voir, formation sur le logiciel. Bon, ça on va voir après. Parce qu'en fait, je vais arriver à ça. Donc ça, c'est juste quelques logiciels que je donne. Alors pourquoi je les donne? Parce qu'aujourd'hui, en fait, quelque chose qui est devenu très, très important en sismique, c'est ce qu'on appelle la réinterprétation. La réinterprétation de données sismiques. Alors, vous savez donc, pendant la crise du coronavirus, vous avez entendu professeur Raoul dire qu'en fait, bon, avec sa chloroquine, parce qu'en fait, la chloroquine, tout le monde sait que c'est une très vieille molécule. Alors, pourquoi professeur Raoul a trouvé que la chloroquine était efficace contre le coronavirus? Parce qu'en fait, il utilise une technique de recherche qu'on appelle, je pense qu'il dit le repositioning. Donc, ça veut dire que c'est de vieilles molécules qui existent depuis plusieurs années qu'on essaie sur de nouveaux virus ou de nouvelles bactéries. D'accord? Et en général, on se rend compte que ces nouveaux virus sont sensibles à ces anciennes molécules. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a d'anciennes choses qui sont encore efficaces sur de nouvelles situations. Donc, c'est exactement la même chose qu'on fait en sismique. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de laboratoires dans le monde qui ne font que de la réinterprétation. Donc, des données qui ont été acquises dans les années 70, quand il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs, quand il n'y avait pas de logiciels aussi perfectionnés qu'aujourd'hui, sur lesquels on avait pensé qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'hydrocarbures, on les prend, on les réinterprète, on se rend compte qu'il y a des hydrocarbures là-dedans. Alors, c'est arrivé au Sénégal, donc il y a eu donc des campagnes sismiques qui ont été réalisées, par exemple, dans le bloc de Diourbel. Donc, dans le bloc de Diourbel, sur le continent. Je pense que le président de la République a travaillé, soit étant étudiant ou étant jeune ingénieur, donc sur la prospection sur le bloc de Diourbel. Et en fait, à l'époque, l'interprétation avait dit que le bloc de Diourbel était négatif. Et en fait, au début des années 2000, quelqu'un a repris ces données donc, du bloc de Diourbel et les a réinterprétées. Et a trouvé des structures qui sont des structures qui peuvent contenir au moins du gaz. D'accord? Alors, si ça ne contient pas du gaz et de l'huile, donc des hydrocarbures, ça contient au moins du gaz. Donc, pour dire qu'en fait, des données qui avaient révélé il y a 40 ans avoir été négatives, donc sans jugement, se sont révélées 20 ans plus tard en utilisant des moyens plus modernes qu'ils pouvaient contenir donc, des hydrocarbures. Donc aujourd'hui, en fait, ce que font beaucoup de laboratoires dans le monde, des laboratoires de géophysique dans le monde, ils prennent d'anciennes données qui sont tombées dans le domaine public et ils les réinterprètent. Et ça permet aujourd'hui de trouver des gisements. Donc en Afrique du Sud, moi j'ai été donc en 2019 à l'université de Witwatersrand. Donc c'est une des plus grandes universités minières dans le monde, hein, donc une des plus grandes universités aussi sud-africaines. Et en fait, eux, aujourd'hui, leur grand laboratoire de sismique ne fait que réinterpréter de vieilles données sismiques. Et ils trouvent des choses extraordinaires donc, dans ces données sismiques. Alors maintenant, je le dis parce que pour ceux qui seraient intéressés, donc en fait, ça, c'est des choses certainement qui sont en vue, hein, donc qu'on devrait développer à l'UFR. Donc si aujourd'hui, les conditions arrivaient à s'améliorer, donc on arrivait à trouver plus d'espace, d'accord, parce qu'on est en train d'asphyxier dans nos bâtiments loués, mais si on arrivait à trouver plus d'espace avec des laboratoires, rien ne nous empêcherait d'installer donc une application comme OpenDetect et de commencer comme tout le monde à faire de l'interprétation donc d'anciennes données sismiques. D'accord? Parce qu'en fait, acquérir des données, ça a un coût, mais par contre, il y a des données qui sont aujourd'hui tombées dans le domaine public qu'on peut utiliser pour une réinterprétation. Alors, on peut le faire à des fins industrielles, comme aussi on peut le faire à des fins de formation ou à des fins de recherche. Par exemple, les étudiants qui peut-être pourront travailler ultérieurement dans l'industrie pétrolière, donc pourront suivre des formations en traitement sismique, d'accord, qu'on pourra faire donc, si on arrive à monter ces laboratoires. Voilà, donc vraiment pour dire qu'en fait, la présentation de Mohamed est extrêmement importante parce que ça met au goût du jour, d'accord, l'importance de la géophysique. Alors, comme il l'a dit, hein, donc la géophysique, c'est juste une façon de gagner du temps et de l'argent. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on veut connaître ce qu'il y a dans le sous-sol, sans avoir à creuser, à forer, à faire de grosses dépenses, donc en général, la géophysique
vous permet donc d'avoir en tout cas des informations. Alors, comme il l'a dit aussi, ce n'est pas une solution miracle, d'accord? Mais si on combine bien les méthodes géophysiques et qu'on a donc de bonnes notions de la géologie, d'accord, et donc on fait l'effort d'essayer de comprendre, on peut arriver, d'accord, on se trompe, il arrive qu'on se trompe, mais en fait, alors c'est de plus en plus rare quand toutes les conditions donc sont respectées. Voilà, donc c'est juste quelques éléments de précision que je voulais ajouter, d'accord. Alors c'est vrai que alors donc j'ai vu deux autres questions. Alors c'est pas moi qui fais la présentation, c'est Mohamed qui fait la présentation. J'étais juste en train de contribuer à ce qu'il a dit. Ok. Alors maintenant, dites-vous que en fait les logiciels en tant que tels, alors ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend du type de données que vous avez. Dites-vous que chaque type de données a un logiciel qui va avec. Alors maintenant, pour faire l'électromagnétique, alors il y a des logiciels qui sont propriétaires. Donc chaque marque de matériel électromagnétique a son propre logiciel. Par exemple, nous en fait à l'université, on a un appareil électromagnétique de marque Geonix. Donc Geonix, c'est une marque canadienne. Et en fait, donc ça va avec un logiciel qui s'appelle DAT, donc ça s'appelle comme ça, DAT31W. Donc c'est comme ça que s'appelle le logiciel qui fait, alors je vais envoyer à tout le monde, parce que j'ai envoyé, je pense, à une seule personne. Donc pour le logiciel qui fait de l'électromagnétique, chez nous, donc ça s'appelle comme ça, DAT31W, d'accord? Donc c'est comme ça que ça s'appelle. Ok? Alors bon, alors récemment aussi, il y a aussi le marché chinois, hein, alors parce que moi, j'ai acquis à titre personnel donc du matériel électromagnétique de fabrication chinoise. Alors contrairement à ce que pensent les Sénégalais, que les Chinois ne font pas du matériel de qualité, ce qui est faux. En général, on a une mauvaise réputation, en fait, les Chinois ont une mauvaise réputation au Sénégal parce que ce sont les commerçants sénégalais en général qui vont acheter du mauvais matériel en Chine. D'accord? Mais en fait, donc les Chinois peuvent vous faire du matériel de qualité aussi standard que ce qu'on vous fait au Canada ou aux États-Unis ou en Australie. Alors, et récemment, donc le logiciel que j'ai, en fait, le matériel que j'ai acquis avec les Chinois. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, une fois que vous avez acquis le matériel et que vous avez les données, d'accord, comme je disais tout à l'heure, donc interpréter les données, ce n'est pas le logiciel qui le fait, mais c'est vous qui le faites. Mais il suffit que vous compreniez un peu les principes. Par exemple, moi, il y a beaucoup de données, je n'utilise même pas les logiciels qui sont faits, j'utilise plutôt donc, soit il y a des choses, on peut utiliser MATLAB, on peut utiliser Python, aujourd'hui de plus en plus. D'accord? Parce qu'il y a énormément d'applications de géophysique qui sont écrites en Python. D'accord? On peut utiliser Excel, si c'est des choses pas très compliquées. On peut utiliser même Surfer, d'accord, pour faire des rendus, etc., etc. Donc aujourd'hui, dites-vous que, comme je dis, ce qui est important, ce n'est pas le nom du logiciel. Ce qui est important, c'est les compétences que vous avez acquises donc en matière de traitement et d'interprétation des données géophysiques. D'accord? Et dites-vous que donc pour chaque méthode géophysique, donc il y a une procédure de traitement spécifique. Et cette procédure, que vous ayez le logiciel ou que vous ne l'ayez pas, donc vous avez la possibilité de le réaliser. Voilà donc en gros ce que je voulais ajouter à ce que Mohamed a dit. Alors en le félicitant encore et en lui souhaitant donc une belle carrière, d'ingénieur. Alors parce qu'en fait, je pense que Mohamed, donc c'est une valeur sûre, hein, c'est une valeur sûre. Je le dis pour l'avoir encadré en mémoire, donc connaissant un peu ses qualités donc humaines, mais aussi ses qualités scientifiques. Alors c'est quelqu'un, en fait, je pense, qui pourrait aller très loin. En tout cas, je le lui souhaite. Et je dis Machallah, il faut dire Machallah. Hein? Je dis Machallah, mais je souhaite qu'il aille vraiment le plus loin possible. Et je sais qu'il en est capable parce qu'il en a les qualités à la fois humaines et scientifiques. Donc voilà donc, monsieur le modérateur. Donc en m'excusant d'avoir été long, d'accord, en m'excusant d'avoir été long, donc merci encore, merci beaucoup. Merci, professeur, pour vos contributions.
Et maintenant, avant de donner la parole au président du club, j'invite M. Mohamed Gueye à nous dire son mot de la fin. M. Mohamed. Oui, merci beaucoup. Et je tenais à remercier aussi M. Ndiaye. J'ai beaucoup appris avec lui sur la géophysique, franchement. Je ne pouvais pas espérer un bien meilleur professeur. Et même sur les autres domaines qui entourent la géophysique, comme l'informatique et tout. Il est très calé, machallah aussi. Et humainement, je l'ai côtoyé et je sais qu'il est extraordinaire comme personne. Et que Dieu le préserve et qu'il continue de nous enseigner et de nous éduquer à l'école, à l'UFSI. Et je tenais aussi à remercier le club géotechnique pour cette opportunité qui m'a été faite, en l'occurrence en passant par son président, Sarr, avec qui je discutais beaucoup, même bien avant même que j'ai ce sujet-là. Et fantastique comme président aussi. Et je remercie aussi ceux qui ont assisté et qui ont suivi, qui ont laissé leur occupation et qui ont assisté à cette présentation. Et un grand merci à tout le monde aussi. C'est tout ce que j'avais à apporter. Merci beaucoup, merci. Le président Modou, est-ce que vous êtes là? Oui, ok, ça va, bonsoir encore à tous. Je suis là et très ému, très honoré, surtout par la présence de notre très cher directeur, le professeur Mapa Ndiaye. On est toujours très fiers de recevoir vos enseignements et nous vous en remercions. Donc, vous avoir seulement en tant que professeur, c'est vraiment un cadeau, mais aussi d'autre part, vous représentez quelque chose pour l'UFR, donc vous représentez quelque chose pour l'Université de Thiès. Je renouvelle mes remerciements à l'endroit de Mohamed Gueye, et comme il a souligné, il était toujours là depuis le début, avant même qu'on démarre ces webinaires-là. On a discuté, beaucoup discuté avec lui, et le premier qui a passé sur la présentation de ces webinaires, à savoir M. Mohamed Diop, que je salue de passage, c'était à travers une suggestion venant de la part de Mohamed Gueye. Donc, il était toujours là et il continue à nous soutenir et à nous accompagner malgré les circonstances qui l'ont traversé. Donc, et je renouvelle mes bénédictions et mes prières à l'endroit de ton cher papa pour que Dieu le Tout-Puissant l'accueille dans ses paradis célestes. Donc, merci vraiment à l'ensemble des participants. Merci encore. Et merci au directeur Mapa Ndiaye. Donc, Hakim, je pense que c'était pratiquement ça. C'est quelques mots que j'avais à renouveler parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment très honoré par l'ensemble des participants, mais en particulier avec le temps qu'a pris le professeur Mapa Ndiaye pour nous suivre et pour venir nous apprendre davantage sur ce domaine de la géophysique. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président. S'il n'y a pas d'autres choses à soulever, donc on peut clore le webinaire. Merci d'avoir assisté et de rester jusqu'à la fin de ce webinaire. Nous sommes très reconnaissants. Et merci à M. Mohamed Gueye d'avoir accepté de nous animer ce webinaire. Et merci aussi au professeur Mapate, dont sa présence nous honore vraiment. Merci à tous les participants. Merci.